L'Iran vient de dire quelque chose que personne en Occident ne voulait entendre. Les États-Unis et Israël sont maintenant dans l'une de leurs positions les plus faibles. Ce n'est pas une déclaration de propagande lancée dans le vide. C'est une évaluation stratégique prononcée par un régime qui vient de tenir tête pendant 6 mois à la première puissance militaire mondiale. Et les faits, ils donnent raison à Téhéran sur plusieurs points essentiels. Alors, voilà ta question. Tu penses que l'Iran exagère pour galvaniser son opinion publique interne? Ou tu penses qu'après 6 mois de guerre, les chiffres parlent vraiment en faveur de Téhéran? Ou tu préfères rester neutre, manger ton pop-corn et laisser l'histoire décider qui avait raison? Attention, si l'Iran a raison, le rapport de force mondiale vient de changer pour des décennies. Dis-le en commentaire maintenant. Commençons par les faits militaires américains, parce qu'ils sont publics, documentés et difficiles à contester. Le Center for Strategic and International Studies vient de publier l'état des stocks militaires américains après 6 mois de guerre. Les intercepteurs Patriot, moins de 1000 unités restantes. Avant la guerre, 2330, plus de la moitié consommée. Les Tchahad, environ 250 unités. Les missiles Tomahawk, plus de 1000 tirés. Les GASSM, plus de 1100 tirés. Et le délai de reconstitution de ces stocks, plus de 3 ans. Le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés, a dit en privé à l'entourage de Trump que Washington devait trouver une sortie de cette guerre. Il croit que la puissance aérienne seule est incapable d'atteindre les objectifs déclarés, et il avait prévenu avant même le début du conflit que ce type de campagne prolongée drainerait les stocks américains. Sa prédiction s'est réalisée. Les commandants considèrent maintenant les munitions comme dangereusement basses. Côté israélien, la situation n'est pas plus rassurante. Le dôme de fer a dû être modernisé en urgence, parce que les missiles iraniens l'ont forcé à révéler ses failles. Le Hezbollah continue de frapper le nord d'Israël avec des drones FPV de précision. Des soldats israéliens meurent à la frontière libanaise. Et Netanyahou, qui dit que la lutte n'est pas terminée, n'a pas de plan clair pour ce qu'il veut obtenir concrètement. Maintenant, regardons la position iranienne. Parce qu'elle est différente de ce que les médias occidentaux décrivent. L'Iran a perdu son guide suprême Ali Khamenei le 28 février. C'est une perte immense, symboliquement et institutionnellement. Son fils Mojtaba lui a succédé, mais n'est jamais apparu en public depuis. Le président Pezeshkian vient d'admettre que communiquer avec lui est très difficile. Il y a une fragilité au sommet du régime. Pourtant, malgré tout ça, l'Iran a tenu. Il a frappé 7 vagues de drones sur les bases américaines en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn. Il a créé la PGSA, l'autorité du détroit du Golfe Persique, et institutionnalisé son contrôle sur Hormuz. Il a mené des cyberattaques sur les systèmes d'eau dans 7 États américains. Il a touché des navires en Méditerranée à Damiette. Et ses missiles Khaybar-Shekan continuent de contourner les systèmes Patriot. Et il vient de nommer Mohsen Rezaei, l'ancien commandant en chef des gardiens de la Révolution, à un rôle de sécurité stratégique. Le régime se restructure, il ne s'effondre pas. Mais il y a une nuance importante que l'Iran ne dit pas publiquement. L'une de leurs positions les plus faibles ne signifie pas que les États-Unis et Israël sont vaincus. Ça signifie qu'ils sont contraints par leur stock épuisé, contraints par l'opinion publique américaine qui commence à questionner cette guerre. Le Congrès a déjà voté pour y mettre fin, par 215 voix contre 208. Contraints par leurs alliés du Golfe qui absorbent des frappes iraniennes sur leur territoire et qui cherchent à sortir de la ligne de tir, et contraints par la réalité économique. Trump lui-même l'a admis au G7. Les réserves mondiales de pétrole s'épuiseraient en 4 semaines si Hormuz restait totalement fermé. C'est ce qui a forcé la suspension des plans d'escalade. Pas la force militaire iranienne seule, mais sa combinaison avec le chantage énergétique du détroit. Ce que cette guerre a vraiment démontré, c'est quelque chose que les stratèges savaient en théorie, mais que personne n'avait encore vu appliquer à cette échelle. Une puissance asymétrique suffisamment déterminée, avec des capacités de missiles
et de drones suffisamment développés peut forcer la première armée du monde à une impasse, pas en la battant militairement, en l'épuisant, en faisant en sorte que chaque interception coûte plus qu'une frappe, en saturant les défenses jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus tout protéger simultanément. C'est ce que le général Kane avait compris avant même le début de la guerre. C'est ce que les chiffres du CSIS confirment aujourd'hui. Et c'est ce que l'Iran vient de dire publiquement, avec une confiance qui n'aurait pas été possible 6 mois auparavant. Alors quelle est la situation réelle aujourd'hui? Les négociations sur le détroit d'Ormuz sont en cours via Oman. Trump a dit qu'elles avancent bien. L'Iran a dit qu'elles sont en phase finale, selon Araghchi. Bloomberg note peu de progrès visibles. Et le président iranien admet que communiquer avec son propre guide suprême est très difficile. En parallèle, Israël rejette le plan de paix américain pour Gaza. Netanyahou exige le désarmement du Hamas comme condition préalable. Washington dit que ça ne le dérange pas, et le chef du Mossad planifie toujours de nouveaux moyens de renverser le régime iranien. Deux processus incompatibles se déroulent simultanément. Une diplomatie américano-iranienne fragile et une guerre parallèle israélo-iranienne que personne ne contrôle vraiment. L'Iran dit que ses adversaires sont dans l'une de leurs positions les plus faibles. Les chiffres militaires lui donnent partiellement raison, mais l'Iran lui-même n'est pas invulnérable. Son guide suprême est inaccessible. Sa chaîne de commandement se restructure en urgence. Ses réserves économiques ont souffert de 5 ans de sanctions maximales, ce que cette guerre a produit. Ces deux camps affaiblis qui cherchent une sortie, sans vouloir admettre publiquement qu'ils en ont besoin. Et dans cet espace, entre la rhétorique et la réalité, se joue peut-être le destin du Moyen-Orient pour les prochaines décennies. Est-ce que l'Iran est vraiment en position de force, ou est-ce que les deux camps sont épuisés et que le prochain accord reflètera cette double faiblesse? Dis-le en commentaire, like et partage si tu penses que cette analyse mérite d'être vue. Et abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui se décide en ce moment.